et avec nos invités ce matin, Alain et Locqueville, Marie-Noëlle Vanderen, pour parler de ces herbes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Elles ont une utilité dans le jardin. Voilà, j'ai apporté mes livres de mauvaises herbes. Là, j'ai toute une pile devant moi. J'ai pas tout amené parce que c'est ma passion. Moi, j'aime bien les appeler les mauvaises herbes, même si c'est un terme qui veut pas dire. Bon, on va dire les vagabondes aussi. J'ai un autre livre qui s'appelle Éloge des vagabondes. Oh, je sais pas vraiment pourquoi on parle de mauvaises herbes. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a toujours une raison de dire cette herbe, je l'aime pas. Par exemple, elle pique, ou alors elle gratte. Elle a juste une tête qui me revient pas. Ou alors elle pousse là où il ne faut pas. Oui, c'est ça, elle m'envahit, elle a tendance à grainer. Il y a toujours une raison en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est mauvaise. Il y en a une là qui s'appelle le pissenlit. Elle a beaucoup de vertus. C'est une des nourritures préférées des abeilles parce qu'elle contient beaucoup de pollen qui vont être très, très précieux pour nourrir les petits dans les ruches. Et puis, c'est bon pour nous aussi le pissenlit. Salade de pissenlit. À la sortie de l'hiver, on peut faire des cures de pissenlit et ça va nous donner beaucoup de vitamines et ça va permettre de détoxifier un petit peu toutes les toxines qu'on a emmagasinées voilà, pendant l'hiver. Donc, apprendre à connaître comme ça, peu à peu les plantes. C'est vrai que souvent dans une pelouse, il y a tout un tas de plantes et on se connaît pas leur nom. Donc, quand j'ai des herbes comme ça, des petits coins de mes parterres, alors attention, parce que c'est difficile à faire, hein. Je n'arrache que les plantes dont je connais le nom. J'enlève et quand il y en a une, je sais pas ce que c'est, je la laisse. Histoire de l'observer, parce que je veux savoir ce que c'est. Ouais. J'attends qu'elle grossisse, j'attends qu'elle fasse des fleurs et alors après, une fois qu'elle a ses petites fleurs, oui, parce que toutes les plantes font des fleurs. On ne sait pas, hein. Toutes les plantes font des fleurs. Donc quand je vois enfin sa fleur arriver, je vais pouvoir prendre ma flore et je vais enfin pouvoir trouver son nom. Et alors là, c'est le début, c'est intéressant parce que quand on connaît le nom d'une herbe, on peut commencer à savoir à quoi elle va être utile. Est-ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, des tisanes avec cette plante? Ou est-ce que cette plante va être intéressante pour nourrir les chenilles d'un papillon? On va pouvoir commencer à chercher un petit peu plus loin et à savoir exactement si elle mérite d'être laissée. Hein. Et puis parfois simplement l'observer, on va se rendre compte, tiens, sur cette plante il y a un cirfe, donc un petit insecte qui vient butiner ou une petite abeille sauvage, et on va dire finalement j'ai bien fait de la laisser puisqu'elle a sa place. Par exemple, aujourd'hui il y a un engouement pour l'ortie qui n'était pas il y a 10 ans. Aujourd'hui tout le monde fait des soupes d'ortie, des purins d'ortie, etc. Donc le statut de l'ortie a changé. Maintenant, presque tout le monde dit « Ah oui, non, l'ortie, c'est pas une mauvaise herbe. » Parce que maintenant, on sait à quoi elle sert. Il y a 60 espèces de papillons qui pondent sur les orties. Le vulcain, c'est un très joli papillon qui est orange, noir et blanc. Il pond ses œufs sur les orties parce que sa chenille, elle supporte pas de manger autre chose que de l'ortie. Il se trouve que l'ortie, elle est plutôt sympa parce qu'elle sert de maison pour les œufs des coccinelles et pour les larves de coccinelles. Quand dans un jardin, on a de tout, la synergie se fait. Et savoir ce qui pousse peut nous dire à quoi ressemble le terrain. Être capable de savoir ça et de reconnaître la plante, ça peut nous amener une indication aussi. Sur la qualité du terrain. Sur la qualité du sol. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question. Tiens, mais pourquoi est-ce que les myosotis se plaisent ici ? Je pense, par exemple, au pissenlit dont je parlais tout à l'heure. Lui, il est indicateur d'un terrain qui a reçu beaucoup trop de fumier. Si on voit, par exemple, dans notre terrain, un endroit où il y a énormément de pissenlits qui poussent, alors il faut savoir que peut-être il y a 10 ans, 50 ans, peut-être il y a 100 ans ou 200 ans en arrière, c'était l'endroit où était entreposé le tas de fumier. Ou alors l'endroit où venaient s'installer les bêtes, par exemple, à l'abri d'un arbre, et donc ils faisaient leur déjection à cet endroit-là. Et donc la quantité de matière organique, d'azote, en fait, s'est trouvée très concentrée. C'est la même chose pour les orties. Hein. Les orties, elles nous indiquent un excès de nitrate dans le sol. Ça veut dire un engorgement de nitrate. Le sol, il en peut plus. Hein. C'est comme s'il avait une crise de foie. Et donc, quand on voit ça, c'est une indication très précieuse. Ça veut dire dans ce terrain, il faudra rien rajouter. Pas rajouter de compost, pas rajouter d'engrais, jusqu'à temps que petit à petit le sol s'appauvrisse. Alors, moi, souvent, on me dit, mais un sol, c'est jamais trop riche. En fait, il y a une quantité maximum de fumier, par exemple, bien décomposé, qu'on peut mettre dans un potager. C'est maximum 500 grammes par mètre carré. Et moi, quand je regarde ce que mettent les gens, parfois, je me dis, mais une brouette par mètre carré. C'est beaucoup trop. On a tendance à suralimenter les jardins, les terres. Bon, moi, j'ai été agriculteur et même agriculteur bio depuis mon plus jeune âge. Hein. Dans le milieu agricole, les herbes, soit c'est celles qu'on aime, soit c'est celles qu'on n'aime pas.
Et celles qu'on n'aime pas, bien on les combat. Et dans le conventionnel, on les combat avec des produits méchants qui ne font qu'aggraver le problème. Et donc celles qu'on aime, bon moi j'étais dans une région d'élevage laitier, c'est celles qui font des belles prairies ou du bon foin, qui font cracher du lait. Alors en agriculture bio, comme dans nos jardins, nous surtout en permaculture, une terre équilibrée, disons, en principe il n'y a pas d'herbes qui prennent le dessus sur d'autres. On cherche l'équilibre en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les herbes qui vont pousser, donc par exemple les chardons, qui vont se développer dans une terre qui a été très compactée, elles sont capables de corriger le problème. Si on regarde sous la terre, ce qui se passe, c'est un peu comme une carotte, très profonde, très fine et très profonde. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette carotte? Il décompacte le sol. Donc quand on a un sol très compacté, le chardon s'installe, parce que c'est le milieu dans lequel il va pouvoir se développer. Mais il faut vraiment prendre conscience que la plante qui s'installe, elle vient pour réparer le problème. Alors par exemple dans mon jardin, j'ai été cette année, bon ça me dérange pas, envahi par vous savez les boutons d'or, enfin les renoncules. Ça veut dire quoi de la pelouse finalement et de l'état de la pelouse? Alors là, c'est grave. Alors le livre qui va bien, c'est Plantes bio-indicatrices de Gérard Dussert. Et là, on regarde à la page renoncules. Renoncules poussent dans des sols qui sont compactés. C'est peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a eu à cet endroit-là soit du surpâturage en période de pluie. Par exemple, des vaches, des chevaux, des animaux lourds qui vont compacter. Ça peut être des engins aussi, Oui. Des gros engins, des tractopelles, etc., qui sont passés, repassés avec de la terre de remblai. Donc, on va dire une terre qui manque d'air du fait du compactage. C'était comme si on avait un sac et on a écrasé en roulant dessus et du coup l'air est parti. Il y a plus d'air dans ce sol. Et aussitôt arrive la renoncule dans ce type de terrain. Et puis aussi engorgement en eau. Parce que quand le terrain il est compacté, quand il pleut, ça s'infiltre pas. Et puis elles sont bonnes aussi, Marie-Noëlle Vanderen, pour la biodiversité. Ces herbes-là aussi sont de bonnes herbes pour la biodiversité. Et ben voilà, il faut aussi tolérer ces herbes qu'on dit mauvaises. Et c'est surtout pas une fatalité, ça veut dire découvrir une façon d'entretenir son terrain, sa terre aussi. Ouais, ce mot entretenir. On se dit, bon, alors j'ai un jardin, un terrain, un bout de 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés. Il va falloir que j'entretienne ça. Qu'est-ce que ça veut dire entretenir? Entretenir, aujourd'hui, je pense que ça veut dire entretenir la biodiversité. Et ça veut pas dire tout tondre. Aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à avoir des terrains qui sont intégralement tondus. Alors c'est une mode, c'est devenu une mode depuis quelques années où on n'a plus rien du tout qui dépasse. Il y a même des robots de tonte parfois qui tournent toute la journée avec pas une herbe qui dépasse. Alors un jardin qui est intégralement tondu, moi j'appelle ça un désert de biodiversité. Il y a rien. Ça peut nourrir aucun insecte. Des terrains, des jardins qui sont plus des jardins mais qui parlent beaucoup de nos peurs. La peur de ce qui vole. La peur des insectes, la peur des serpents, la peur de se faire envahir, la peur de ce qu'on connaît pas. Aujourd'hui, c'est réapprendre, en fait, simplement à apprivoiser. Parce qu'à partir du moment où on connaît les plantes, par exemple la molène, voilà, c'est une très belle plante, elle fait des grosses rosettes de feuilles grises. Et quand on la laisse monter, elle fait des fleurs jaunes magnifiques qui vont nourrir des papillons et puis aussi qui vont nous soigner. Par exemple, si on a un petit peu mal à la gorge, on va pouvoir se soigner avec ces fleurs. Et on pourrait multiplier comme ça par 1000 les exemples de plantes qui sont des cadeaux que la nature nous fait à nous ou qu'elle peut faire à des insectes. Ah oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit. En fait, des graines, il y en a des milliers et des milliers de toutes les plantes sauvages en fait. Il y en a des milliers et des milliers dans le sol qui attendent simplement le moment pour germer. Donc pas la peine d'acheter des graines de coquelicots, il y en a déjà dans notre sol. Et la seule chose qu'il faut faire pour les voir sortir, c'est avoir un petit coin où on va gratouiller la terre. Donc gratouiller la terre, alors ça peut être passer un petit coup de râteau, ça peut être aussi parfois profiter d'une taupinière. Si on a un coin dans le jardin où il y a une taupe qui a relevé un petit peu de terre, il y a des grandes chances que il y ait des coquelicots qui puissent germer là-dedans.